There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Au micro de Lorraine Bastide, aujourd'hui, Camille Froidevaux-Métry. Camille Froidevaux-Métry, vous êtes écrivaine et philosophe. Vous venez de publier votre premier roman, Pleine et douce, aux éditions Sabine Westpheiser. Un roman sensuel, savoureux, où l'humour côtoie la colère, l'effroi et l'espoir. Pleine et douce est une fiction chorale où se succèdent des voix de femmes qui parlent toutes depuis leur point de vue, à la première personne. Elle représente tous les âges de la vie des femmes, du bébé à la vieille femme, en passant par l'adolescente, la jeune maman. Ce qui nous permet d'explorer votre thème de prédilection en tant que philosophe, le corps. Les femmes que nous écoutons penser dans votre livre sont dans leur corps et nous parlent de leur perception du monde à travers ce corps, de leur perception d'elles-mêmes aussi. On y croise des thématiques au fond assez rares en littérature, comme les menstruations, l'accouchement, le postpartum ou la ménopause. Il est question de violence, mais aussi de résistance et d'émancipation. Pleine et douce est votre premier roman, mais pas votre premier livre. Vous vous êtes déjà illustré par la parution d'essais philosophiques féministes qui ont durablement marqué la génération MeToo. Le corps des femmes, une révolution de l'intime en 2018, Sein en 2020, Un corps à soi en 2021. Et pour quiconque les a lus, comme moi, on retrouve dans Pleine et douce des traces de la pensée théorique que vous avez déployée dans ces essais. Et c'est fascinant de voir comme le passage à la fiction peut rendre des idées plus palpables et plus vivantes. Merci beaucoup d'être venue échanger avec moi dans ce podcast, Camille. Merci Lorraine, je suis ravie d'être là. Camille, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture ? Alors, elle s'est faite d'abord très jeune. J'ai toujours beaucoup lu et j'ai commencé d'écrire quand j'ai commencé à lire. J'avais 7-8 ans. Et puis ça s'est éteint d'une certaine façon. Il y a eu un moment, j'ai eu l'occasion d'y repenser récemment et je me souviens très bien d'avoir eu un moment où j'ai été habitée d'une sorte de honte de l'écriture parce que je me souviens quelqu'un dans ma famille qui avait lu un petit poème et qui avait fait quelques réflexions et qui m'avait mis mal à l'aise. Et je m'étais sentie repérée, comme si je faisais quelque chose d'un peu honteux. Et je cachais les livres les petits cahiers dans lesquels j'écrivais. Et puis un jour, j'ai arrêté. Je me souviens très bien de ce sentiment que tout d'un coup, c'était plus possible pour moi. J'ai continué à lire longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Et l'écriture est revenue beaucoup plus tard. Alors, si je parle de l'écriture littéraire, puisqu'évidemment... Vous avez beaucoup écrit en tant que chercheuse et qu'universitaire aussi, évidemment. À commencer par ma thèse et puis les ouvrages qui ont suivi. Mais c'était une écriture de travail, une écriture de réflexion, une écriture qui n'est peut-être pas la mienne. Enfin, en tout cas, c'est ce dont je me rends compte maintenant. Et puis, il s'est trouvé que... Lorsque j'ai réfléchi au projet de mon dernier essai, qui s'appelle Un corps à soi, immédiatement, j'ai eu une envie d'écriture fictionnelle que j'avais d'abord imaginé insérer dans l'essai et que j'ai finalement désinséré pour ouvrir un espace à part, parce qu'il y avait quelque chose un petit peu hybride. Finalement, je crois que j'avais un petit peu de mal à assumer mon envie de fiction, et puis je me le suis autorisée finalement, et donc j'ai extrait ces personnages que j'avais commencé d'imaginer pour l'essai,
qui n'étaient que des filles et des femmes, et je leur ai ouvert un espace à part, un espace littéraire, et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture littéraire. C'est intéressant cette idée qu'en fait, la voix que vous avez utilisée, l'écriture que vous avez utilisée pendant tant d'années en tant que philosophe, et donc c'est la voix qu'on connaît en tant que votre lectrice, n'était pas la vôtre. Et que vous avez dû créer ce champ à part pour laisser vraiment résonner votre voix à vous. Oui, et même quand je l'ai eu créé, ça s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase d'écriture où voilà, j'ai déployé ma constellation féminine, j'étais dans un certain plaisir d'écriture, j'explorais un petit peu ce que l'écriture littéraire produit d'assez spécifique, mais j'étais encore très tenue. Et je le sais parce que j'avais quelques personnes qui m'accompagnaient à ce moment-là et qui m'encourageaient, mais qui me faisaient des retours, qui me disaient aussi que je restais très proche de mon écriture habituelle, en quelque sorte. Il y avait quelque chose encore de l'ordre un peu de la démonstration, des arguments, quelque chose d'un petit peu à la fois tenu, mais sans doute aussi un petit peu lourd. Et puis, le projet de l'essai est parti. Je suis partie dans l'écriture de l'essai. J'ai rêver de pouvoir continuer à écrire sur les deux registres en même temps, ce qui s'est avéré immédiatement totalement impossible. Une fois que mon cerveau était parti en mode essai, il n'avait plus du tout d'espace pour l'écriture littéraire. Et ça a produit quelque chose, je pense, d'assez bénéfique, puisque quand j'ai repris l'écriture littéraire, c'est là qu'a eu lieu un peu... Enfin, le mot me vient spontanément, je ne l'ai jamais employé jusqu'à présent, mais un peu quelque chose comme un miracle, parce que je me souviens très bien de cette sensation très physique de me remettre à l'écriture littéraire et de constater que soudain, quelque chose m'arrivait, où je n'étais plus derrière mes personnages en train d'essayer de les pousser vers l'avant, de les construire comme ça de façon un peu rationnelle. Mais soudain, c'est eux qui m'attrapaient et qui m'emmenaient quelque part. Et j'ai vraiment ressenti comme une libération dans l'écriture. Et une jubilation dans l'écriture. C'est-à-dire une vraie joie. Il y a quelque chose qui se passait. Et là, j'ai compris que peut-être cette autre voix, ou cette nouvelle voix, ou celle qui était davantage moi, devenait possible. C'est fascinant. Il y a aussi, j'ai l'impression, cette idée que finalement, il fallait que vous vous libériez de tout ce qu'il y avait à dire sur le plan théorique, sur le plan politique, pour que le fond vous habite véritablement et que vous puissiez être plus que sur la sensation, parce que c'est aussi un livre où on est vraiment dans l'essence, quoi. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. En effet, je ne l'avais pas du tout conscientisé jusqu'à présent, mais c'est comme si... Une fois que les choses avaient été dites, ouais. Avec tous les arguments et toutes les autrices dont j'aime m'entourer pour dire les choses que j'ai envie de creuser sur la question du corps des femmes, eh bien, tout devenait possible du coup. C'est-à-dire tout le reste, et notamment cette liberté, parce que ça c'est quelque chose... J'ai plaisir à écrire mes essais, parfois j'ai même des moments un petit peu d'exaltation, quand je trouve les bons mots pour dire une idée qui me vient, quand j'ai le sentiment de toucher quelque chose d'un peu juste, j'ai des moments comme ça assez gratifiants. D'abord ils sont très courts, au regard de tout ce que ça nécessite en amont et en aval, mais... Ce que j'ai éprouvé dans l'écriture littéraire, là, c'était une joie d'un autre ordre, c'est-à-dire une joie de quelque chose qui vous dépasse et comme si tout d'un coup, je sais pas, il y avait vraiment une fenêtre qui s'ouvrait, vraiment, une liberté que j'avais jamais éprouvée. D'ailleurs, vous venez de parler des autrices qui vous ont inspirée en tant que penseuse féministe et en tant que romancière. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui vous ont inspirée pour votre style ? J'arrive pas à démêler cette question. Ce que je sais, c'est que, par exemple, cette question de l'influence, je ne sais pas où elle se loge et où je pourrais la repérer dans mon livre. Je pense que je suis encore trop novice en matière de littérature pour avoir cette finesse d'analyse de ma propre écriture. En revanche, ce que je sais, c'est que je lis beaucoup de romans et je lis de plus en plus d'autrices, quasiment plus que des autrices. Et qu'il y en a certaines qui m'accompagnent depuis très longtemps, donc elles sont certainement quelque part. Celle que j'aime par-dessus tout, c'est Virginia Woolf, que je lis et relis. Et ce qui m'émerveille, c'est d'observer comment chaque relecture, souvent il se passe plusieurs années. Par exemple, Mrs. Dalloway, c'est un livre que je lis à peu près tous les 5 ans. J'y ai pensé en vous lisant. C'est vrai, oui. Ça me fait plaisir. Mais la dernière fois que je l'ai lu, c'était très émouvant parce que je me suis aperçue que j'avais le même âge que Clarissa dans le livre, 52 ans. Et c'était tout à fait différent comme expérience de lecture parce que quand je m'en suis rendu compte, du coup, son personnage m'est devenu comme une sorte de sœur ou de sœur jumelle ou quelque chose comme ça et j'ai pas du tout fait la même lecture. Voilà, donc il y a Woolf qui est importante et puis des autrices plus contemporaines aussi, toutes les autrices qui viennent sur ce terrain du corps comme Emmanuelle Bayam-Aktam, comme récemment j'ai lu Pauline Perrade qui est une autrice de théâtre à l'origine, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'âge de détruire. Et on a en commun cette réflexion, ce travail autour de la question
la mère, de la toxicité maternelle. Voilà, je ne peux pas dire qu'il y en a une en particulier qui m'inspirerait. Ce que je sais, c'est qu'elles sont nombreuses. Et d'ailleurs, ce qui a changé depuis que j'ai écrit ce roman, c'est que dans mon bureau où j'ai mes bibliothèques de travail, il y avait jusqu'à présent que de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie. Et j'ai fait de la place et maintenant j'ai un rayonnage. Il n'y a que des romans écrits par des femmes et qui parlent toutes d'une façon ou d'une autre du corps des femmes. Est-ce qu'il vous est difficile de vous définir comme romancière ? Non, je crois pas. Non, parce que c'est tellement une joie pour moi. Enfin, vraiment, quand j'écrivais, je me disais, si ce roman paraît un jour, ça sera vraiment un magnifique cadeau de la vie. Mais je me disais aussi, si c'est pas le cas, voilà. Moi, je sais écrire des essais. Peut-être que les romans, c'est autre chose. Et c'était pas dramatique dans mon esprit. Et quand c'est arrivé, j'ai accepté. Elle m'a beaucoup aidée pour ça aussi. J'ai accepté d'endosser cette nouvelle étiquette ou cette nouvelle partie de ma vie. Et si je le fais, je pense, c'est aussi parce que maintenant que c'est possible, j'ai pas envie que ça s'arrête. D'ailleurs, racontez-moi comment ça s'est passé la rencontre avec Sabine Vespizer. Est-ce que vous l'avez contactée spontanément ? Est-ce que c'est elle qui est venue à vous ? Comment ça s'est fait ? Alors, quand est arrivé le moment, donc c'est un livre que j'ai écrit pendant à peu près 5 ans, avec une grosse interruption au milieu pour l'écriture de l'essai. Voilà, donc il était là dans ma vie depuis longtemps, mais est arrivé quand même un moment où je me suis dit que je pouvais le faire lire et le proposer à des éditeurs. Et donc, j'aimais beaucoup le catalogue de Sabine Vespizer. Et il se trouve que dans les mois qui ont précédé ce moment où j'ai été prête, il y a un livre de son catalogue qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui est le livre de Marie Richeux, Sage-femme, que j'ai lu au moment de sa sortie à l'automne 2021. Et j'étais dans une période de ma vie qui était un peu rude, dans une période de deuil. Et ce roman a été là pour moi à ce moment-là. Et c'était une lecture qui m'a été très précieuse. Parce qu'il est notamment question de femmes qui tissent, qui brodent. Et puis il y a un personnage qui s'appelle Madeleine, et c'est le prénom de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle tissait, elle sculptait. Et tout d'un coup, c'est comme si elle venait me dire qu'elle était là. Et alors, j'ai écrit à Marie, au moment où j'étais prête. J'ai envoyé un petit mot en lui demandant si elle accepterait de me mettre en contact avec Sabine Vespizer, ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que mon manuscrit est arrivé jusqu'à elle. Donc, je l'ai envoyé un mercredi et le dimanche, Sabine m'écrivait un mot pour me dire qu'elle serait heureuse de me publier. Et c'était, un des plus beaux jours de ma vie. Ah, c'est beau, ça allait de soi, en fait. C'était comme un signe. Vous n'avez même pas essayé de la publier ailleurs, quoi. C'était là, oui, quoi. C'était assez c'était là et c'était évident. Maintenant. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de la sensation que vous avez ressentie en ayant pour la première fois votre livre, comme ça, celui qu'on a sur la table à côté de nous, publié sur du papier, avec sa couverture ? Ah oui, c'était une grande joie, vraiment. Une joie teintée d'incrédulité, parce que il y a quelque chose dans cette première fois qui était, comme toute première fois, on n'y croit pas tout à fait. On se demande si c'est bien vrai. Et donc, il y avait un mélange comme ça de joie. Et puis tant que le livre reste privé, en quelque sorte, tant qu'il n'est pas lu par d'autres, même s'il existe physiquement, il n'existe pas encore tout à fait. Et en fait, pour moi, l'émotion la plus forte, c'est quand il a commencé d'être lu. Et que j'ai des petits mots qui sont arrivés, où j'ai vu passer des petites images, des petits commentaires, et que tout soudain, il se mettait à exister, et qui produisait des effets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et c'est là que, pour moi, vraiment, l'émotion était la plus forte. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier roman ? Avec plaisir. Il doit être tôt. Pourquoi si tôt, me demande-t-elle parfois de sa voix endormie ? Alors j'attends un peu, je reste là, tranquille, à regarder la nuée d'oiseaux immobiles qui flottent au-dessus de moi. J'aime particulièrement le rouge. D'ordinaire, quand le groupe reprend son vol circulaire et que ce beau rouge passe à l'aplomb de mon visage, j'agite frénétiquement les bras pour essayer de l'attraper. J'adore son œil noir et brillant, le renflement vermillon de son ventre et cet air un peu espiègle qu'il a en me regardant. C'est Greg qui m'a offert ce mobile, parce que se réveiller chaque jour en suivant les oiseaux des yeux, m'a-t-il promis, c'est l'assurance d'une vie légère et aventureuse. Grand-mère a fait la moue et l'a trouvée inadaptée, s'inquiétant de ces plumes véritables que je pourrais sussauter, qui pourraient m'empoisonner. Maman a haussé les épaules.
J'aime le bruit de la clé mécanique qu'elle remonte après m'avoir précautionneusement déposée dans mon lit. Je fais en sorte qu'elle s'y reprenne, qu'elle y revienne, 2 fois, 3 fois, même si je sais que cela ne l'amuse pas toujours. Elle aimerait bien que je m'endorme vite, que je la libère de ce rituel usant, tourner, s'éloigner sur la pointe des pieds, tirer doucement la porte qui grince, rentrer à nouveau si je décide de pleurnicher, tourner, s'éloigner sur la pointe des pieds. J'en profite un peu. Il est si doux, ce petit manège. C'est la première fois que je crois que je lis un livre qui commence par la voix d'un bébé. Et c'est une idée simple que j'ai trouvée très très belle et qui fait rentrer dans le roman avec une force assez unique. Maintenant, j'aimerais bien, Camille, vous imaginer en train d'écrire. Comment écrivez-vous ? À quoi ressemble votre table ? Est-ce qu'on est le matin ou le soir ? Est-ce qu'il y a de la musique ? Est-ce que vous buvez quelque chose ? Quels sont vos rituels d'écriture ? Alors, comme je suis enseignante-chercheur et donc que j'ai des cours à préparer et puis aussi d'autres choses à écrire, il a fallu trouver un petit moment dédié. Et comme par ailleurs, je suis plutôt du matin, pour l'écriture en tout cas, donc je me réservais les toutes premières heures de la matinée, de 8 à 10, tous les matins, dans un moment de grand calme, donc vraiment pas du tout de musique, avec en revanche beaucoup de thé. Alors je savais que mon temps m'était compté parce que je devais m'arrêter à un moment donné, donc ça donnait aussi une forme d'intensité au moment et aussi quelque chose qui me portait comme ça. Je commence toujours par relire ce que j'ai écrit la veille. On m'avait dit que c'était pas une bonne idée parce qu'on est dans le ressassement, puis on vient chercher sur les mots, mais c'était une façon aussi de retrouver l'endroit où j'en étais et puis de changer 2-3 petites formules comme ça. Et puis ensuite, je prolonge. Donc ça fait un rythme assez lent en fait, parce que d'abord c'est peu de temps dans ma journée, peu de temps aussi dans ma semaine, mais ça m'allait très bien ce rythme. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'en fait j'étais assez heureuse dans cette longue période où je savais qu'il y avait cette écriture-là que je menais, alors totalement en secret pour le coup, parce que s'il y avait en revanche quelque chose que j'avais pas du tout envie d'assumer, c'était de dire voilà, je suis en train d'écrire un roman. Je l'ai pas dit pendant des années en fait. C'est intéressant cette dimension du secret. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'étais pas du tout certaine que ce livre, un jour, serait accueilli et, en quelque sorte, accepté. Et donc, je crois que je redoutais beaucoup qu'il ne le soit pas, peut-être. Mais ça a évolué, c'était amusant, parce que la dernière année, je l'ai dit de plus en plus. Et donc, autour de moi, des amis, mes proches le savaient. Et je crois que c'était parce que je commençais à me dire que, voilà, peut-être que j'oserais le faire sortir de ce petit bureau. Il se trouve que j'ai la chance inouïe d'avoir un bureau à moi, une chambre à moi. Donc, c'est un endroit un peu privilégié. Et quand c'était l'hiver, c'était le moment du lever du soleil. Il y avait quelque chose aussi, je pense, que j'ai pris plaisir à entretenir et à faire durer. Parce que c'était des moments de joie d'écriture. Des petits rendez-vous avec vous. Oui. Et avec aussi tous ces personnages, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que on assiste. D'ailleurs, combien il y en a des femmes ? 12. Il y en a J'ai pas 12, fait exprès, mais il se trouve qu'il y en a pile 12. Ok, donc il y a 12 femmes qui se succèdent, qui ont chacune leur voix. Et j'ai trouvé que la prouesse aussi stylistique était intéressante. Elles ne parlent pas de la même façon, elles ont leur unicité. Comment avez-vous travaillé sur le plan du style pour rendre cette personnalité propre à chacune de vos narratrices ? C'était un petit défi de départ qui me plaisait beaucoup. Quand j'ai décidé de les faire toutes parler à la première personne, enfin c'est pas quand je l'ai décidé, ça s'est imposé, voilà, c'était comme ça et pas autrement. D'abord parce que je dis aussi beaucoup je dans mes essais, et puis comme il s'agissait de faire entendre la voix des femmes, enfin il fallait vraiment que ce soit elles, chacune d'entre elles qui parlent, qui prennent la parole tour à tour. Donc j'ai cherché à leur donner en effet une petite singularité aussi littéraire. J'ai demandé quelques conseils à une scénariste de cinéma qui m'a donné des petits trucs pour comment travailler un personnage. Et donc elle m'a conseillé de leur associer à chacune une couleur, de leur associer à chacune une émotion dominante, et puis un objectif existentiel, quelque chose comme ça qui devait les habiter. Et puis de réfléchir ensuite à partir de ces petits éléments sur ce que ça pouvait produire du point de vue de l'écriture. Et j'ai observé notamment les émotions
produisent des choses assez immédiates. Par exemple, Laurence, la quinquagénaire, qui a été quittée par son mari pour une plus jeune et une plus féconde, qui vient de vivre la longue et désagréable parfois période de la périménopause, dont la fille a ses premières règles. Elle est en colère parce qu'elle se retrouve à un moment de sa vie qui est ce fameux tournant de la cinquantaine, seule, avec ses filles qui commencent de vivre leur vie, et donc elle est en colère contre toute la vie. Et cette idée de colère, ça m'a permis de repérer que quand on est en colère, souvent on est un peu en mode, on est en boucle, on ressasse, on rumine, on répète. Et il y avait ce petit truc-là qui m'a permis, par exemple, elle parle de façon un peu litanique parfois. Elle est un peu en boucle. Elle est un peu en boucle, voilà. Charline, sa fille aînée, qui elle a subi une agression sexuelle, qui l'a entraînée dans un cycle un peu mortifère d'expérience de l'anorexie. Elle est tenue et elle est dans cet objectif de réparer ce qu'elle a subi. Et donc, elle est dans une forme de grand volontarisme. Et donc, sa voix, c'est une voix très, très volontaire, mais très efficace aussi. Donc, les phrases sont courtes. On sent qu'elle a un projet et qu'elle avance un peu comme un petit soldat. Les plus difficiles, c'était les plus jeunes. Alors, pas Ève, parce que, bon, voilà, Ève est un bébé, les bébés ne parlent pas. Et donc là, pour le coup, c'était la seule pour laquelle j'avais aucune contrainte. Donc là, c'était presque le plus facile à écrire, parce que j'avais pas à essayer de trouver une singularité. Les plus durs, c'était les enfants. Il y a Lola qui a 10 ans et Manon qui a 13 ans. Et là, j'ai bénéficié des conseils très experts d'une experte, en l'occurrence ma fille, qui est ado. Et ce qui est amusant, c'est que entre le moment où j'ai commencé et le moment où le manuscrit est parti à la fabrication, il s'était passé à peu près 5 ans. Et 5 ans, à l'échelle de la vie des ados, c'est un monde entier. Et donc, du coup, il y avait plein de choses qui n'allaient plus du tout. Et donc, on a refait une passe tout à fait à la fin. J'ai relu le chapitre avec elle et elle m'a dit « Ah non, mais ça se dit plus du tout, maman, tu peux pas laisser ça. » Et elle m'a fait d'autres propositions, et notamment la proposition ça m'amuse beaucoup de ce mot « miskine », que le correcteur a pris pour un prénom, parce que je l'avais mis en début de phrase. C'est vrai qu'elle est très réaliste, cette adolescente. Et d'ailleurs, il y a un seul homme dans le livre, Greg, qui est un homme doux, qui est à rebours de l'idée stéréotypale, disons, qu'on a de la masculinité, qui n'est perçu qu'à travers le regard des femmes. Lui, on n'entend pas sa voix intérieure, le flux de sa subjectivité. Est-ce que vous auriez pu composer, en tant que romancière, le point de vue situé d'un homme ? En tout cas, pas maintenant. Ça, c'est sûr. J'ai jamais eu envie d'écrire, en tout cas pour ce livre, j'ai jamais eu envie d'écrire, de donner la parole à un homme. Pour des raisons peut-être un peu féministes aussi. Je me disais que c'était déjà beaucoup que d'essayer de faire entendre la voix des femmes. Mais sans doute aussi parce que, effectivement, comme vous le dites très justement, il y a une question de situation. C'est-à-dire, voilà, d'où on parle et est-ce que je pouvais me couler, voilà. J'aurais pu, parce qu'après tout, les romanciers ne s'en privent pas de prendre la voix des femmes. Mais voilà, là, pour ce projet-ci, c'était pas le sujet. Peut-être plus tard. Peut-être. Il y a aussi quelque chose que j'apprécie dans ce livre, c'est la façon dont les sens existent. Et je reconnais là votre travail de philosophe et surtout votre approche phénoménologique où en fait le réel n'est que perçu. Le bébé regarde les lumières de la ville à travers la vitre du bus. La grand-mère se réveille le matin et tend son oreille au chant des oiseaux. Est-ce que vous avez fourni un effort particulier dans ce livre pour y insérer une forme de sensualité ? Non, pas de façon consciente au début. Il y a un sens qui m'a demandé du travail, parce que c'était celui auquel je tenais le plus, c'est le toucher. Et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait des scènes de sexe, des scènes de peau, des scènes de toucher. J'avais un trac fou à écrire ça, parce que moi j'aime beaucoup en lire dans les livres, mais c'est difficile à écrire, c'est très difficile. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps sur les quelques scènes de sexe. Il y a une scène de violence, d'agression qui était rude, et puis il y a aussi une scène d'amour plus simple. Mais cette question du toucher, c'était important parce que ça fait partie des choses, et sans doute c'est des sens qui sont, le sens qui est le moins investi, qui est le moins pensé. Est-ce que le fait d'être passé par la littérature, par la fiction, va changer votre approche de la philosophie ? Je crois que je ne sais pas encore, mais en revanche, que j'ai découvert, et c'est quelque chose, ça fait partie des choses totalement inattendues que produit ce livre, c'est que, dans un premier moment,
je crois que je l'imaginais moi-même comme une forme d'illustration fictionnelle de mon travail philosophique. Et puis, j'étais aussi, dans le même temps, très soucieuse de m'affranchir et de me libérer justement de cette perspective théorique, rationnelle, etc. Et je me suis rendu compte, une fois qu'il a été écrit, dans les retours qu'on m'en fait, dans la façon dont il est commenté, discuté, qu'il y avait des choses et des idées même qu'il faisait naître, qui ne m'étaient même pas familières à moi, et qui venaient en surplus. Et en fait, en y réfléchissant, et je crois que c'est pas un hasard tout à fait, je me dis que s'il y a tant d'autrices, tant de philosophes femmes, qui se sont elles aussi aventurées sur le terrain de la fiction, c'est que ça dit quelque chose d'une forme de nécessité d'ouvrir au maximum les registres d'écriture quand on investit ce champ de la pensée féministe. Parce que ce que l'on peut dire de ces expériences vécues, c'est des choses dont on peut déployer tous les aspects si on ouvre les registres et qu'on va vers la littérature, vers l'écriture, pourquoi pas dramatique, théâtrale, ou pourquoi pas vers l'autobiographie. Voilà, mais Simone de Beauvoir a écrit des essais, des romans, du théâtre, des récits de voyage, une autobiographie, mais pas seulement elle, Monique Wittig, Virginia Woolf dont je parlais tout à l'heure. Je préfère me dire qu'il y a quelque chose qui se joue là, en fait, qui est de l'ordre de la découverte d'une liberté et qui entraîne quelque chose qui va vers des façons de dire les choses qui sont différentes dans le registre de l'écriture, mais qui produisent du coup aussi des idées différentes. Et par exemple, un exemple très précis, on a évoqué Greg tout à l'heure, que je qualifie de père intime. Oui. Cet adjectif intime, je le mobilise, je parlais de la bataille de l'intime, donc voilà, il fait partie de mon registre spontané. Mais en revanche, je me suis aperçue, avec le recul, que de faire de lui un ostéopathe masseur, d'essayer d'imaginer la relation tout à fait inédite parce que c'est une famille d'un genre inédit, puisque Ève est un bébé né par PMA, que sa maman a décidé d'avoir seule, et elle a choisi pour elle ce père intime qui est son meilleur ami, Greg, qui est un homme gay, et donc ostéopathe masseur, et donc il y a une scène de massage du bébé-fille. Et je me suis rendu compte, dans les discussions avec les personnes qui m'en parlent, que dans cette idée d'intimité entre un père et sa fille, il y avait quelque chose que je repérais, qui était de la possibilité tout à fait nouvelle pour les pères d'aujourd'hui d'avoir avec leurs filles des relations qui sont placées sous le signe de l'intimité. Et que cette intimité paternelle, c'est quelque chose que l'histoire du patriarcat a empêché, interdit pendant des siècles et des siècles. Eh bien ça, cette idée-là, elle me plaît beaucoup, mais je ne l'ai pas théorisée. Ouais. Elle est née dans l'écriture de cette histoire. C'est vrai que cette scène de massage du bébé par son papa, elle est magnifique, elle est très poignante et j'ai salué intérieurement votre talent d'écrivaine à arriver à rendre cette scène en fait parfaitement. Elle n'est que douce, rien d'autre que de la parentalité, de l'amour et de la transmission et du soin. Et c'est vrai que des scènes où c'est un homme qui incarne ces valeurs de soin et de transmission sont rarissimes en réalité dans la fiction. C'est très très puissant. Justement, vous avez commencé à aborder cet accueil, l'accueil de vos lectrices. J'imagine que vous avez, comme toute autrice, accompagné ce livre dans des librairies, fait des rencontres. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, un retour en particulier qui vous a marqué lors de ces rencontres ? Ce qui m'a le plus touchée, c'est de réaliser que j'avais enfin des lecteurs. C'est-à-dire des hommes qui me lisent. Ouais. C'est-à-dire que, j'imagine qu'il y a sans doute une poignée d'hommes qui a lu mes essais, mais vraiment, je sais pas, je pense que j'ai 98% de lectrices jusqu'à présent. Et là, je m'aperçois que je suis lue par des hommes et qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans la façon dont ils reçoivent le livre qui me fait plaisir. Et puis, la deuxième chose, et le deuxième étonnement, et je me dis que le titre doit y être pour quelque chose, mais c'est que j'explore et je fais parler d'expériences vécues du corps des femmes qui sont, pour beaucoup d'entre elles, de ces expériences, des expériences rudes, douloureuses, intenses, voire ravageuses. J'ai parlé de
l'agression sexuelle, mais il y a aussi un de mes personnages, Kenza, qui souffre d'un cancer du sein. Il y a aussi cette question du vieillissement qui est vécue par certaines d'entre elles de façon très douloureuse. Enfin, quand j'écrivais, j'avais le sentiment d'être... de poser des choses qui pouvaient être difficiles peut-être même à lire. Or, de façon mais quasi unanime, ce que les lecteurs et lectrices me renvoient, et les adjectifs qu'ils posent sur le livre, c'est des adjectifs qui tournent autour de ceux qui font le titre, Pleine et douce. Et donc on me parle de douceur, on me dit que c'est un livre joyeux. Et ça, vraiment, je ne l'avais pas du tout anticipé. Je ne m'en suis pas rendu compte. On me dit même parfois qu'il est drôle. Et c'est assez beau quand j'y réfléchis. C'est un peu comme si toutes ces expériences si dures, j'avais en quelque sorte réussi à les envelopper dans un petit tissu, un petit voile un peu chaud, un peu doux. Alors, c'est pas qu'il les dissimule, mais c'est que malgré tout, et ce que ça veut dire aussi, et ça c'est peut-être le plus important, c'est que on peut s'extirper, on peut s'extraire de toute cette douleur et on peut retrouver le chemin de la douceur. Et de l'émancipation à travers le corps. C'est en ça qu'on retombe aussi sur vos livres. C'est-à-dire que le corps des femmes est à la fois l'outil qui les enferme et en même temps celui qui leur permet de se libérer. Oui. C'est vrai que j'ai pas évoqué Kenza, qui est un personnage assez bouleversant avec son cancer du sein. Et en fait, elle est pleine de résilience. Elle prend son cancer avec une distance et une joie qui déroute même son entourage. C'est intéressant d'avoir créé un personnage comme ça. Et je suis pas sûre d'ailleurs que quelqu'un qui soit pas du tout familier avec l'expérience du cancer du sein puisse créer un personnage aussi positif. C'est quelque chose, on m'a remercié pour ça. Alors moi je suis pas concernée par la maladie. Non, mais vous avez parlé du sein et vous avez échangé avec beaucoup de femmes. C'est pour ça que je me permets de vous qualifier d'experte du sujet. Mais je sais que des femmes qui ont vécu cette épreuve ont été touchées de voir que oui, en effet, on peut vivre aussi ça, alors peut-être pas en pleine joie, mais disons dans une posture plus sereine qu'on pourrait l'imaginer a priori. Je m'interrogeais aussi sur le traitement médiatique de votre texte. En fait, je suis bien placée pour savoir que quand on produit des textes féministes, on est parfois confronté à une critique assez acerbe dans les médias, des retours médiatiques qui sont assez violents. Est-ce que vous avez ressenti un accueil plus doux, plus indulgent, peut-être moins politisé en tant que romancière ? Ce que j'ai observé, c'est que le premier réflexe, souvent, c'est de me ramener en fait à mon écriture philosophique. Donc on commence à parler de mon roman en parlant de mon travail de philosophe féministe. Et ça donne parfois un petit biais qui tendrait à imprégner le roman de cet arrière-fond de mon travail. J'aimerais bien qu'on se contente de parler du livre en tant que roman. Et quand c'est le cas, parce que ça arrive aussi, mais c'est davantage du côté des lecteurs-lectrices que du côté des journalistes. Ce que j'ai observé qui me fait vraiment tellement plaisir, c'est que je disais tout à l'heure que pour la première fois, j'ai des lecteurs, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui me découvrent uniquement par le roman. Et ça donne quelque chose de tout à fait nouveau et chouette, que j'aime beaucoup, parce que finalement, on entre dans... Enfin, on me découvre comme ça, uniquement comme romancière. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Ça me permet de me sentir aussi... presque validée en fait par cette lecture. J'aime bien en fait qu'on ne sache pas ou qu'on ne connaisse pas ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, parce que pour moi c'est des lectures qui vont directement au texte littéraire, sans filtre, dont les retours du coup sont vraiment, j'allais dire presque les plus purs d'une certaine façon. Ouais, c'est un regard complètement neuf en fait sur ce que vous avez à proposer. Et vous avez l'impression que les journalistes vous l'ont octroyé facilement, ce titre de romancière. Je dois vous dire que parmi les femmes que j'ai interviewées ici, elles sont rares, celles qui assument parfaitement ce titre. En fait, je crois que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer Sabine Westpizer parce que c'est elle qui a, en quelque sorte, déverrouillé cette question. Elle l'a fait d'une façon très précise, c'est très très vite, avant même que le livre soit mis en page et imprimé. Elle m'a très très vite parlé du suivant. En me demandant si j'avais une idée, un projet, quelque chose. Et je me souviens, je suis restée silencieuse et il se trouve que oui, j'avais un petit projet dont j'ai commencé à lui parler.
Et donc, on est parti dans cette autre aventure très vite, parce qu'elle a aussi cette façon d'être éditrice qui considère que lorsqu'elle accueille un auteur ou une autrice dans sa maison, c'est une aventure qui commence et qu'il n'y a pas aucune raison qu'elle s'arrête au premier roman. Et elle le fait, une fois encore, le livre n'était même pas sorti, c'est-à-dire sans savoir s'il sera lu, s'il vivra longtemps, intensément, etc. Et donc, en fait, elle a posé ça comme une forme d'évidence. Pour elle, j'étais une romancière, elle m'accueillait, et donc j'allais continuer de l'être. Et je me souviens même d'une discussion où je lui parlais de mon second roman, et elle m'a interrompue, elle m'a dit « Mais pourquoi second, Camille ? Il y en aura un troisième, donc tu peux dire deuxième. » Et là, c'est vraiment, c'est un cadeau inouï, et c'est peut-être pour ça, je crois que je lui dois d'être aujourd'hui, peut-être fière, mais en tout cas d'assumer complètement, effectivement, je suis devenue romancière grâce à elle. C'est magnifique, j'adore entendre ça. On va terminer cet échange par un petit questionnaire. Je vous demande de répondre à mes questions au tac, spontanément. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine ? Qu'on pouvait jubiler en écrivant et que ça prenait tout le corps. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous ? Eh bien que je suis dans chacune de ces 12 filles et femmes, quelque part cachée. Il n'y a que moi qui sais où, mais voilà, ça peut être un petit jeu d'aller me chercher entre les pages. Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Le bonheur pour moi, c'est de me dire que je pourrais écrire jusqu'à mes derniers jours. Il y a une vieille dame très heureuse dans ce livre qui fait envie. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité ? De n'avoir aucune autocensure. Aucune limite, de toujours s'imaginer et s'assurer que les premières idées qu'on a, c'est toujours les bonnes. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine ? Comme une compagne. À quoi ressemblera le deuxième roman ? Il sera encore question de femmes, mais je vais faire un petit détour en arrière dans l'histoire et je vais changer aussi de continent. Waouh ! Merci beaucoup Camille Fradvo-Métry. Merci à vous Lorraine Bastide. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt.